Eh bien, bonjour, je suis avec Patrick Abadie, le fondateur de Delville Management. Bonjour Patrick. Arnaud. Et puis Eric Audouin, qui est partenaire chez Delville en charge de la BU Service. Alors, Bonjour Arnaud. bonjour à tous les deux. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. On va parler autour de la parution du livre 21 semaines pour se relever de la crise. Et je voudrais qu'on puisse parler un peu de ce que vous voyez à travers le marché, à travers les grandes évolutions. Vous avez plusieurs dizaines de clients et de missions chaque année. Et donc, vous avez un peu cette vision transversale. Et ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on comprenne qu'est-ce qui a évolué en un an. Alors, avant tout, j'aimerais que vous puissiez nous présenter Delville Management. Arnaud, merci beaucoup de ton invitation. En quelques mots, Delville Management, nous faisons du management de transition, ce qui consiste à mettre à disposition un cadre dirigeant chez nos clients, mais en mode mission, c'est-à-dire sur une période limitée dans le temps. Alors, la durée moyenne des missions est environ de 9 mois. Alors, dit comme ça, c'est un peu abstrait, mais avoir un équipementier automobile, par exemple, dans la panade et qui a besoin en un week-end de trouver un directeur financier pour gérer une restructuration ou un e-commerçant qui a besoin de réorganiser ses entrepôts parce que sous l'eau à cause de la crise et qui a besoin d'un cadre dirigeant pendant très rapidement, ça c'est ce que nous proposons, c'est notre promesse client, dit autrement. Voilà, Delville Management, peut-être en chiffres, on est une petite trentaine de personnes. C'est une centaine de missions actuellement à l'heure où on se parle, dont la moitié dans de l'industrie et le reste dans les services, d'où notre organisation et d'où la présence d'Eric ici en charge de la partie service dans le cabinet. D'accord, merci. Le cabinet a été créé quand? Alors, le cabinet a fêté ses 10 ans l'an dernier. On est dans notre 11e année, en 2010, donc pour répondre à ta question. Et puis, on a une logique plutôt locale, d'être proche de nos clients, avec l'ouverture, il y a bientôt 3 ans, d'un bureau lyonnais. Il y a bientôt 2 ans d'un bureau lillois, et il y a 2 mois d'un bureau nantais, qui est notre petit dernier, et avec lequel on essaie vraiment d'avoir une relation de proximité voilà, avec nos clients, là où la relation avec les managers de transition est centralisée à Paris. On imagine que la personne la plus à même de conduire une mission à Lille n'est pas forcément dans le nord de la France, bien évidemment. Et puis, à l'international également, j'en parle parce que ça représente quand même 15% de nos missions qui sont en Allemagne via un réseau de partenaires allemands et en Angleterre également. Voilà, on a 2 partenaires très forts en Europe, mais on a des missions à l'heure où on se parle en Bulgarie, au Maroc, en Tunisie, en Angleterre, on est en Suisse, Belgique. on est en Belgique, on est à Dubaï, on fait la direction d'une filiale pour une société lyonnaise, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Merci. Alors, c'est très, très intéressant. Et alors, justement, pour commencer, pour débuter, notre idée, c'est de projeter un peu les dirigeants dans le futur. Alors, un futur un peu bousculé et qui a du mal à se prévoir aujourd'hui. Les cadres de référence ont beaucoup bougé. Et justement, comment votre activité a-t-elle été impactée par la crise, l'activité de Delville Management? Et en d'autres termes, qu'est-ce que vous constatez sur le marché et sur les besoins de vos clients? Alors, merci pour la question, elle est excellente, d'autant plus que depuis que je travaille, c'est la première année en 2020 que je connais de la décroissance. Donc, il faut quand même le noter. Pour être complètement transparent, le premier confinement a pas mis à l'arrêt, comme on pouvait s'y attendre d'ailleurs, les missions en cours que nous avions. Donc, les missions, elles ont continué. Ou les missions qui devaient se terminer fin avril, elles se sont arrêtées fin mars. On a été confinés le 17 mars pour mémoire. En revanche, là où on a eu un trou d'air, c'était sur le démarrage de nouvelles missions au mois de mai, au mois de juin et au mois de juillet 2020. Et pendant 3 mois, on n'a pas fait grand-chose. Et puis, au retour de vacances, au mois d'août, ça a commencé à aller, le téléphone a recommencé à sonner, et puis ça ne s'est pas arrêté, ça n'a fait que accélérer depuis l'été dernier. Alors, comment vont nos clients? Il y a 2 typologies de clients. Il y a ceux qui s'en sont toujours pas remis, et on les connaît, évidemment, le tourisme. Bon, je ne vais pas rabâcher tous les secteurs d'activité. Bon, et eux, ils sont en train de regarder comment va se passer ce
ce troisième déconfinement. Et puis, après un effet un peu coup de bambou, si je puis dire, Arnaud, si tu me passes l'expression, euh, qui s'est passé au sortir du premier confinement, c'est-à-dire l'été dernier, où les dirigeants étaient un peu tétanisés finalement et très occupés à mettre en place le PGE, à mettre en place le chômage partiel, à essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait, etc., etc. Et donc pas du tout concentrés sur les futurs projets de leur entreprise. Et finalement, c'est qu'à partir de l'été, c'est-à-dire quelques mois, c'est d'être 3 à 6 mois après, qu'ils se sont dit finalement la vie continue, les projets ils sont là, il faut qu'on les fasse. Et j'imagine que c'est pour cette raison-là qu'ils ont recommencé à nous appeler. Voilà. Alors justement, comment ils s'en sortent, les clients qui font appel à vous, mais surtout, ils ont besoin de quoi aujourd'hui? Généralement, on vient vous chercher pour que vous veniez combler quelque chose, un trou dans l'organigramme, une compétence qui a disparu ou une compétence qui manque compte tenu d'une évolution. Voilà, quels étaient les besoins avant cette crise et quels sont les besoins aujourd'hui et quelle évolution vous voyez? Alors, pour répondre à la question, Arnaud, bon, ce serait présomptueux de dire que nos clients s'en sortent mieux grâce à nous. Ce n'est pas du tout le message qu'on souhaite partager. Néanmoins, ce qu'on a constaté pendant cette année 2020, c'est qu'il y a eu une réelle accélération de certains projets qui étaient dans les stratégies des groupes, qui étaient sur les roadmaps à 2-3 ans et qui finalement ont été ramenés et donc accélérés d'un point de vue exécution. On va prendre quelques exemples. Pendant le confinement, les grands acteurs de la distribution alimentaire, les grands acteurs de la logistique, les grands acteurs du B2B, B2C en distribution sont rendus compte finalement qu'ils n'avaient peut-être pas encore atteint leur capacité et leur rythme de croisière pour gérer autant de e-commerce et pour gérer autant de demandes via les plateformes, tout en intégrant le fait que les flux logistiques étaient encore pour beaucoup finalement drivés par le sourcing très, très lointain, Asie notamment. Et donc on a vu là à la rentrée en septembre et depuis maintenant septembre, et cette année aussi en début d'année, une accélération de ces projets. Projets digitaux, projets liés à l'expérience client, projets liés à la distribution au travers du e-commerce. Et ça, c'est un vrai changement peut-être par rapport à l'avant-crise. C'est-à-dire qu'un client me disait l'autre jour, Eric, on doit finalement se réadapter et s'adapter à des nouveaux comportements d'achat, à des nouveaux flux logistiques. Et donc, tout en intégrant à la fois le click and collect, le e-commerce classique, les magasins, les plateformes avancées, il nous faut maintenant penser dans leur intégralité tous ces paramètres et finalement repenser ou en tout cas optimiser, améliorer notre relation expérience client avec le consommateur. C'est sûr que le digital, on a eu une vraie accélération sur la transformation digitale des entreprises. Il y a eu des vrais besoins là-dessus. Maintenant, peut-être de manière plus macro, c'est vrai que avant le Covid, on est peut-être plus sur de la transformation d'organisation sur 80% des missions et finalement que 20% sur du restructuring, alors même que notre métier est né du restructuring. C'est-à-dire, il y a un moment donné, dans les années 90, 100% des missions, c'est de la restructuration d'entreprise. Puis finalement, petit à petit, pendant les 20 dernières années, on s'aperçoit que le curseur va plus vers de la transformation, quand bien même, ou alors que, après le Covid, et donc c'est le cas aujourd'hui, on a ces missions en restructuring, en restructuration, qui ont doublé. Donc aujourd'hui, c'est 40% de nos missions qui sont dans de la restructuration. Donc tous les dossiers qui défraient la chronique et qui font la une des Échos, on a des managers de transition en train de piloter la trésorerie par là, en train de réorganiser les entrepôts en train d'être directeur général pour essayer de retourner ces entreprises, comme tu l'avais fait à l'époque chez Vélib, par exemple. Il n'y a pas un patron aujourd'hui qui nous appelle, il n'y a pas un patron qui nous appelle. Aujourd'hui, les appels qu'on peut avoir, c'est pour des besoins de transformation et d'accompagnement de la transformation auprès des directions générales
auprès des COMEX sur des enjeux majeurs, finances, outils industriels, amélioration de la performance. Il n'y a pas aujourd'hui une semaine sans un projet majeur qui nous est demandé d'accompagner dans l'entreprise. Également, Eric met le doigt sur quelque chose qui paraît important, c'est que la typologie de demande même a évolué entre avant le 17 mars, pour prendre une date un peu clé, et après le 17 mars. Avant le 17 mars, on a des fonds d'investissement, des actionnaires, des propriétaires d'entreprises, des family office ou des patrons d'entreprises qui veulent avoir des patrons de BU, des DG, des DAF, etc., pour développer, pour conquérir de nouveaux marchés, des directeurs financiers pour accompagner le financement de ces stratégies d'acquisition de nouveaux marchés ou de nouveaux pays. Et après, et évidemment, le DRH qui va faire un plan de recrutement massif, qui est capable de mettre en place un plan qui permet de recruter des milliers de personnes en une année. Et à partir du 17 mars, cela change du tout au tout, mais en mode assez violent finalement. On se retrouve 5 semaines après avec des fonds d'investissement qui nous appellent pour avoir un directeur financier qui sait piloter une trésorerie, qui est capable de savoir si on passe l'été, si on sait payer les salaires de fin juillet. On se retrouve de la même manière avec des demandes de directeurs généraux pour fermer des pays ou un directeur industriel pour redéfinir une empreinte industrielle, un footprint industriel par exemple. Donc savoir si on réalloue une production de telle ligne de production à telle ligne de production pour à la fin fermer une usine sur les 5 actives chez nos clients. Donc voilà, on a vraiment switché dans la typologie des missions. On a vraiment… Oui, c'est assez intéressant parce que finalement, en fait, vous illustrez parfaitement que d'abord, les acteurs du B2C se sont accélérés dans l'omnicanalité, ce qui n'était pas le cas. Avant, c'était accessoire et aujourd'hui, ils ont découvert que finalement, ils pouvaient vendre, mais de différentes façons. Les acteurs du retail ont multiplié par 2 en moyenne leur vente digitale. C'est-à-dire elles étaient à 10% et pensaient être à 20% en 2025 et elles sont propulsées aujourd'hui, elles sont déjà au moins à 20% ou à 25%. Et la deuxième chose que vous illustrez, c'est des arbitrages d'allocation des ressources, en fait, et qui sont très liés à l'analyse de la chaîne de valeur. C'est au cœur de mon livre, d'ailleurs, ces sujets-là de chaîne de valeur. Et tout ça, ça part d'ailleurs du bon diagnostic et de la bonne analyse. Alors justement, vous m'avez fait, vous vous êtes associé à ce livre et je vous ai demandé 2 choses. D'abord, un regard d'expert, un regard croisé, comme je dis, avec des experts. Et je vous ai demandé de contribuer sur la partie analyse et diagnostic, et puis également qu'on puisse faire le zoom sur une réussite. Et par votre intermédiaire, on a fait un zoom sur TAM Group. Et donc, j'ai envie de me demander, vous vous êtes associés, alors bien évidemment, on se connaît, on travaille ensemble depuis longtemps, mais qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce projet de nouveau livre que j'avais, à la manière d'une cure de remise en forme, de détailler un programme de 21 semaines pour chaque, je dirais, dirigeant d'entreprise pour qu'il puisse se transformer, se relever de la crise ou analyser tel et tel sujet. Expliquez-moi ce qui vous a attiré et intéressé dans la démarche. Déjà, merci de nous avoir conviés pour prendre la plume dans ton livre, Arnaud, et ce qui est un honneur pour nous, Belleville, évidemment. Après, c'est vrai que on a, j'en parlais tout à l'heure, une volumétrie qui est cette année, en 2021, on démarrera environ 150 missions. Donc, c'est près d'une quinzaine de missions qui démarrent par mois. C'est toutes les semaines, c'est entre 2 et 4 dirigeants qui démarrent de nouvelles missions. Je le disais tout à l'heure, la moitié dans l'industrie, la moitié dans les services, ça signifie qu'on couvre tous les domaines d'activité. Pour prendre des exemples, c'est le lundi, on fait la supply chain des 2 poutres qui reliaient à l'époque les 2 ailes de l'A380. Le mardi, on est dans du food, on va sortir des pâtes brisées, des pâtes feuilletées, mais on en sort 360 000
par semaine. Le mercredi, c'est Eric et son équipe qui est dans de l'édition de logiciels qui fusionnent où il faut remettre à plat les conventions collectives, etc. etc., etc. Donc, c'est vrai que pas forcément la gestion de crise au sens retournement, restructuring, mais la gestion de situations de transformation un peu lourdes dans les entreprises, c'est notre quotidien. Et donc, c'est vrai qu'en cela, on s'est dit qu'on pouvait être un petit peu, et avec humilité, légitime pour prendre la plume à tes côtés, et je te remercie encore une fois, pour essayer d'écrire, voilà, ou au moins faire part de notre humble expérience pour écrire quelques mots dans ton livre, bien évidemment. Merci, oui. Alors effectivement, moi ça m'intéresse parce que j'aime bien avoir les points de vue et les lecteurs sont toujours intéressés pour avoir les expériences des uns et des autres. C'est ce qui crée l'expertise, hein. C'est le cumul des expériences qui crée l'expertise. Et alors, justement, moi, je parle bien évidemment beaucoup de transformation, aussi bien dans mon premier livre que dans ce second livre, et de démarche interne. C'est-à-dire, moi, je considère toujours que ça part de l'intérieur. Pourquoi vous croyez à cette démarche de votre côté? Déjà, chez Delville, il y a une vraie démarche du collectif. Et donc, Patrick a initié cette démarche depuis le début. Je pense que c'est le véritable ADN de notre groupe. Rien ne se fait seul, tout se fait ensemble et tout se co-construit ensemble avec les équipes et pas sans l'avis des équipes ni contre les équipes. Alors, il peut y avoir parfois des décisions top-down, mais c'est une vraie démarche que l'on vit de l'intérieur et que l'on voit aussi, nous, être des clés de succès au travers des missions de transition qu'on va suivre au travers des dirigeants de transition impliqués dans les sociétés. Lorsqu'un dirigeant arrive et qu'il fait un vrai diagnostic de la situation, il va finalement arriver avec un œil neuf, il va être totalement objectif et il va être capable de poser très rapidement la situation, les enjeux, les risques, mais surtout de travailler avec son équipe en interne sur des premières solutions. Et donc, il ne va pas travailler seul, il va toujours, et on le voit, ceux qui réussissent en prenant en compte les ressources existantes, en faisant en sorte que chacun dans l'entreprise puisse contribuer au meilleur de son expertise ou expérience, parfois même en valorisant certains qui étaient totalement oubliés ou pas écoutés, et qui va être capable finalement de venir avec des propositions de transformation, d'amélioration continue, d'optimisation de process, d'organisation, qui vont demain être bénéfiques pour tous. Et ça, finalement, on le voit assez régulièrement. C'est un directeur financier qui arrive dans une entreprise et qui va faire un diagnostic la première semaine, les 15 premiers jours, et qui, au bout d'un mois, va faire des propositions. Le secrétaire général nous dit on ne soupçonnait pas tout ce qu'on découvre. Mais ensuite, derrière, c'est quoi? C'est surtout la capacité d'exécution. C'est-à-dire qu'on va transformer ou optimiser ensemble, pas contre, mais on va surtout exécuter. On va implémenter rapidement les solutions qui vont être les solutions, entre guillemets, qui vont permettre de passer un cap, qui vont permettre d'accélérer. Oui, c'est effectivement intéressant. Et comment vous arrivez à convaincre vos clients de rentrer dans cette démarche? Est-ce que comment dirais-je, il y a un frein à ça ou au contraire, est-ce qu'il y a une acceptation facile? Alors, peut-être pour compléter juste ce que tu dis, Eric, je pense que, et ton expérience très reconnue, Arnaud, en retournement d'entreprise, je pense que tu peux en témoigner aussi, donc je n'invente rien, mais c'est collectivement qu'on arrive seul avec ses deux bras, on n'arrive à rien. Et en mettant, alors, il y a un adage qui dit ensemble, on est toujours plus intelligent, mais c'est ensemble. Eric donnait par exemple cet exemple de directeur financier. Mais c'est vrai que quand on met toute une entreprise autour de la table et qu'on écoute même un comptable donner des bonnes idées de comment acquérir de nouveaux clients. C'est-à-dire un comptable peut avoir des idées sur le commerce et le commercial peut avoir des idées à l'inverse, peut-être pas sur la comptabilité, mais au moins sur des process de facturation un peu nouveaux, des process de recouvrement un peu nouveaux. C'est ensemble qu'on est certainement plus intelligent. Et puis, il y a un autre adage qui dit
Et puis moi, je suis ingénieur un peu les mains dans le cambouis de formation, donc ça me parle beaucoup. On n'apprend pas à un tourneur-fraiseur à régler sa machine. La solution, elle est en bas, elle est sur le terrain. C'est en s'intéressant aux gens et c'est en les écoutant qu'on arrive tous ensemble à trouver des solutions à retourner. Mais ça, c'est ton expérience, et tu en avais fait part, Arnaud, au sein du club Delville, sur le retournement en particulier de Vélib, j'y reviens, et de tout le reste, enfin, je prêche un convaincu, quoi. Voilà, Oui, 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 mais il faut prêcher pour nos lecteurs et puis surtout pour les chefs d'entreprise, parce que finalement, la solution, elle est déjà chez eux, en fait. Elle n'est pas à l'extérieur et elle est chez eux. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de prouver à travers ce livre. Comment vous voyez 2021 finalement? On est passé, on vient de subir, on est encore à la fin d'un troisième confinement. On est en train de s'en sortir. Comment dirais-je, peu de gens avaient imaginé qu'il y aurait un troisième confinement. On nous parle de quatrième vague. Finalement, les chiffres macroéconomiques ne sont pas si catastrophiques. Vous le voyez comment? Avec votre vision toujours, je dirais, au contact des chefs d'entreprise, parce que c'est ça qui est intéressant. Et finalement, vous trouvez que la situation est difficile, dramatique, plutôt bonne, mieux que prévu? On avait rédigé un édito au mois de novembre ou octobre dernier sur cette fameuse reprise en cas qu'on a un peu oublié d'ailleurs, mais c'était un peu à la mode il y a 6 mois, c'est vrai. Et je pense que ça va être vraiment en cas, c'est-à-dire à 5% de croissance, on est sur le plein emploi. On a pas mal de patrons d'entreprises qui ont prévu de nombreux recrutements, de cadres notamment. Notre créneau, c'est les cadres dirigeants, donc c'est ce qu'on regarde le plus. Et puis évidemment, malheureusement, il va y avoir des secteurs entiers pour lesquels ça va être plus compliqué. Je ne referai pas la liste, tout le monde la connaît aujourd'hui. Mais je, je pense qu'il y a des secteurs qui attendent grandement ce troisième déconfinement, avec impatience, pour voir comment ça va reprendre, pour voir si ça va reprendre. Moi, je fais le pari que Orly va être embouteillé un week-end et qu'il va y avoir des naufragés du ciel, là, bloqués toute une nuit à Orly parce qu'on ne redémarre pas une machine de faire décoller 10 avions par jour à 10 avions en 10 minutes, comme ça, en claquant des doigts, parce qu'il faut des pilotes, il faut des gens de la maintenance, il faut des hôtesses, il faut de quoi nourrir, etc. J'en passe, et des meilleurs. Et je pense que on le voit tous les jours avec l'industrie aujourd'hui, comment l'industrie a du mal à redémarrer, non, a du mal à monter en charge de 80%, là où elle était descendue à 105%. Vous imaginez un Orly ou un Roissy à remettre de 5% et tout le monde va vouloir partir en week-end. Voilà. Donc je pense que ça va vraiment dépendre des différents secteurs d'activité. Voilà. Mais globalement, on est aujourd'hui sur une tendance plutôt très positive sur les premiers mois de 2021. Nos clients ont hâte de pouvoir redémarrer, y compris les secteurs sinistrés. Certains sont conscients qu'ils ne pourront peut-être pas redémarrer au même niveau qu'avant et donc vont devoir aussi intégrer ce paramètre ou peut-être réinventer d'autres activités, alors ou complémentaires ou parfois vraiment pour trouver d'autres métiers demain. Mais globalement, l'activité et nos clients, même les patrons de PME, qui finalement ont des projets, passionnants. Il y a aussi des enjeux de transmission post-Covid, de génération d'entreprises. Certains dirigeants au sein de fonds d'investissement, au sein de familles, ont peut-être ou souhaitent maintenant passer la main à leur génération, à leurs enfants, petits-enfants, ou tout simplement au fonds d'investissement pour pouvoir prendre du recul. Nous, on voit beaucoup de mouvements, beaucoup d'acquisitions, de fusions, d'intégrations, d'accélération, de rachats à l'étranger de sociétés. On est hyper sollicité pour aussi impliquer des administrateurs. Tu vois, là, typiquement, Arnaud, on implique un administrateur au sein d'une ETI de 700 millions, qui était à 200 millions il y a quelques années, qui veut passer au milliard, qui est déjà sur son marché français extrêmement bien positionné, qui cherche maintenant à se développer à l'international.
et donc qui regarde comment elle peut, grâce à des compétences externes, accélérer ses rachats avec l'œil de l'expert, l'œil de la personne qui a l'expérience aussi des fusions à l'étranger. Donc on voit énormément de projets très positifs, de transformations très positives. Bien sûr qu'il y a des secteurs qui sont en souffrance, bien sûr il y a des secteurs qui vont prendre un peu plus de temps pour revenir à la normale. D'autres ne reviendront peut-être pas tout de suite à la normale et devront se réinventer plus rapidement. On l'a évoqué, la grande distribution a accéléré sa stratégie du e-commerce, de la distribution B2C et de l'omnicanalité. Donc, il y a un tas de projets passionnants et c'est très aujourd'hui dynamique. On a aujourd'hui un nombre de dirigeants qui nous contactent pour les accompagner à tout niveau. Et ce n'est pas uniquement pour identifier un dirigeant ou un membre d'un COMEX. C'est aussi parfois pour trouver des solutions au niveau d'équipes de comptabilité, au niveau d'équipes de paye. Donc, il y a vraiment, au sein de la société aujourd'hui, énormément de projets qui sont accélérés et qui sont relancés, en tout cas, dans la perspective de croissance, parce que se transformer, c'est important. Se transformer, c'est aussi bien réfléchir à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut rester sur notre cœur modèle? Est-ce qu'on veut aller se diversifier? Est-ce qu'on veut travailler ou créer un modèle différent? Et puis, c'est aussi prendre en compte aujourd'hui, par exemple, l'évoquer, le marché français des cadres, où on voit une tension tout de même, et nos clients aujourd'hui nous disent, bah, écoutez, on ne va pas attendre 6 mois recrutement, identifions tout de suite ensemble la bonne personne, elle démarre en transition chez nous, et si la transition intégration se passe correctement, on souhaite la garder. Ouais, mais ça, je ne suis pas étonné et c'est vrai qu'on va avoir toute cette pandémie aura créé une vraie accélération finalement dans les mentalités, pour moi, au niveau des chefs d'entreprise et le fait qu'il fallait plus tarder et qu'il fallait plus pousser les problèmes devant. Au contraire, il faut les régler. C'est pour ça d'ailleurs que je plaide aussi pour qu'on désendette très, très vite les entreprises et qu'elles aient davantage de fonds propres. Sinon, on va pousser des problèmes de dette et de solvabilité devant nous. Les chefs d'entreprise, il faut qu'ils se concentrent sur le développement de leur activité. Patrick Abadie et Éric Audouin, un grand merci d'avoir contribué au livre déjà, et puis un grand merci pour cet entretien sur le mode d'une conversation. Et donc, on peut vous retrouver effectivement dans le regard croisé sur le diagnostic au sein du livre 21 semaines pour se relever de la crise, paru chez Erol. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Merci à toi.